À tous et à toutes. C'est notre deuxième partie de la journée aujourd'hui qui traite des menaces globales. Aujourd'hui, nous allons traiter des pandémies mondiales et ça s'inscrit toujours, je rappelle à tout le monde, dans le cadre des séries de conférences de l'ETS qui est soutenue. Cette série de conférences est soutenue par la Fondation Jarislowsky et organisée par M. Gérard Bouchard et M. Stéphane Paquin. Alors, sans plus tarder, parce que nous avons pris quand même 1 ou 2 minutes de retard, je vais passer la parole à M. Bouchard pour présenter notre premier invité. M. Bouchard. Merci, Anan. Je vais d'abord saluer tous les gens qui sont avec nous, de l'école ou du grand public. On m'a demandé de présenter François Houdet, je vais le faire avec grand plaisir. François Houdet est diplômé de l'ENAP, il est prof à l'UQAM, il est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Il est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Il est associé comme... Vous l'êtes encore associé comme chercheur à Harvard? Plus maintenant, non. Non. Bon, attends bien, on va oublier ça. Bon, vous avez été actif plusieurs années dans l'aide humanitaire avant de joindre l'université. Vous avez travaillé à peu près sur tous les continents. Vous avez à votre actif, je pense, 100 de missions humanitaires. C'est quand même assez impressionnant. Vous êtes un familier, si on peut dire, des zones de guerre, de catastrophes, d'épidémies. Vous êtes président du conseil d'administration de la fondation CANPE, on dit CANPE? Oui. CANPE, une fondation qui vient en aide aux familles haïtiennes, je crois. Et bon, ben, finalement, vous avez le profil d'un homme extrêmement généreux. Moi, ça me fait gêner un peu. On va quand même vous donner la parole. Vous êtes bien gentil. Et j'ai mes racines, comme on en parlait un peu avant le cours, qui sont du Saguenay. Alors, les hommes généreux viennent peut-être du Saguenay, M. Bouchard. Je vous remercie de l'invitation, Stéphane et tout le monde, toute l'organisation de m'avoir invité. Donc, je vais vraiment remplir mon mandat. J'ai une présentation d'une 20aine de minutes sur les enjeux des menaces globales, évidemment, avec un focus spécifique sur les problématiques de pandémie mondiale. Évidemment, avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, on a l'impression que c'est un peu anachronique, mais il n'en est pas du tout, évidemment. D'une part, la pandémie est loin d'être terminée. D'autre part, de toute façon, la pandémie s'ajoute au contexte de guerre qu'on connaît, celui-là et tous les autres contextes de guerre de la planète. Donc, je partagerai évidemment l'après-midi, en fait, avec ma collègue Linda Ray, donc je salue. On aura l'occasion d'échanger éventuellement. J'ai une petite présentation PowerPoint qui va sûrement nous aider à mettre un peu d'image et de chaleur dans cette salle virtuelle, en espérant que la prochaine fois, on pourra être là en personne et ça me fera plaisir de vous rencontrer et d'échanger. De toute façon, on le fera virtuellement par la suite, ça va me faire plaisir. Je vais donc tout de suite faire un partage de mon écran, si vous le voulez bien. Comme ça. Et j'aimerais que quelqu'un du groupe me confirme que le partage est visible pour tout le monde. C'est bon? Excellent, merci Stéphane. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je me permets de prendre quelques minutes sur des enjeux conceptuels de gestion de crise. Comme M. Bouchard l'a indiqué à travers ma carrière, donc j'ai travaillé 18 ans dans des opérations humanitaires dans différents endroits dans le monde. Donc, avec évidemment les équipes, les organisations, notamment la Croix-Rouge avec lesquelles j'ai travaillé. On a travaillé en gestion de crise, gestion de sécurité, c'était notre quotidien. Et maintenant, avec l'observatoire que je pilote à l'UQAM, qui est d'ailleurs associé au CIRIC de l'ENAP, on a continué cette expérience-là de développer les capacités en gestion de crise. Maintenant, ici au Québec, donc en utilisant, si vous voulez, l'expérience des humanitaires au niveau international qu'on a rapatrié depuis une 20aine d'années, parce que ça, je dirais, le passé des humanitaires québécois est assez récent, donc ça fait peut-être 20 ou 30 ans que l'humanitaire au Québec, au Canada, s'est internationalisé. Puis maintenant, on a les vieux humanitaires comme moi qui ont une 50aine d'années, ben voilà, on est revenu au pays, puis on a mobilisé cette expérience-là pour tenter
d'être au service, finalement, de l'enseignement, de la recherche et des gouvernements qui nous sollicitent. Donc, je reviens sur ces enjeux conceptuels-là très rapidement. Je sais que ce n'est pas un cours qui porte conceptuellement là-dessus, mais quand je préparais mon intervention, j'étais un peu mal à l'aise de rentrer dans le vif du sujet sans vous parler des ancrages conceptuels, des méthodes qu'on utilise derrière ça. Alors, je vais y aller donc rapidement. Généralement, quand on parle de gestion de crise, de sécurité, on voit, là, je vous présente un tableau, je ne ferai pas en détail là-dessus, là, dans lequel on va évaluer finalement en termes d'opération, en termes de matériel, en termes politiques, etc. Et on va donner des degrés de risque, des degrés de vulnérabilité, des degrés de prévention, etc. Et à travers tout ça, ça nous permet, comme organisation, comme État, comme gouvernement, comme université, d'évaluer notre seuil de tolérance au risque à travers les différentes menaces qu'on observe. Donc, excusez-moi, j'aurais aimé... il aurait fallu que le carré à droite soit sur le blanc, mais ce n'est pas important de rentrer dans les détails. Vous voyez différents types de menaces, donc des menaces géopolitiques, sociales, culturelles, économiques, technologiques, légales, sécuritaires, etc. Évidemment, on constate qu'est-ce que ça veut dire actuellement en Europe, mais aussi, évidemment, sanitaire, environnemental, etc. Alors, c'est un peu cet univers-là dans lequel l'humanité cohabite et avec laquelle nous, on s'est doté d'organisations, notamment, je vais en parler, et je vais faire certainement des ponts avec ma collègue dans sa présentation, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec les Nations unies, donc avec des agences internationales, comme vous savez, qui ont été mises en place au fil du temps pour prévenir, autant que faire se peut, gérer aux besoins lorsque des incidents critiques, des crises arrivent, et par la suite faire d'éventuels suivis. Tout ça nous amène ensuite, encore une fois, c'est deux petites diapos rapides, mais juste pour qu'on cartographie un peu la méthodologie. Donc, on voit ici les menaces et les vulnérabilités qui sont en général les deux indicateurs, les deux vecteurs avec lesquels on va tenter de pondérer selon le risque qui est acceptable ou inacceptable. Et ça, peu importe le type de menace qu'on va rencontrer. Si on prend la pandémie de COVID-19, par exemple, notre risque acceptable a beaucoup changé depuis les 2 dernières années, alors qu'au départ, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de vaccins, on n'avait pas de connaissances scientifiques, on n'avait pas de masques, etc. Donc, le risque va évoluer selon le degré de cette menace-là et notre vulnérabilité qui va aussi changer. On a diminué, par rapport encore une fois à la pandémie de COVID, on a diminué notre vulnérabilité depuis les 2 dernières années, ce qui fait en sorte que notre risque résiduel ou notre risque acceptable est maintenant, visiblement avec les annonces qu'on entend, etc., on ne débattra pas si c'est bon ou si c'est pas bon, si ça va revenir ou pas, mais concrètement, ça nous permet je vous présente ça pour que vous compreniez les vecteurs et la manière dont on va pondérer ce genre de menace-là au niveau ici domestique comme au niveau international par ailleurs. Et ensuite, dernier petit tableau, on peut par la suite élaborer on appelle des grilles d'analyse de risque dans lesquelles on va littéralement pondérer, on peut quantifier ça avec la probabilité, avec le type de risque et une organisation, un pays, un État, on va pouvoir après ça faire une distribution en fonction d'analyse quantitative parce qu'on peut vraiment rentrer, on peut développer des algorithmes complexes de probabilité et de modélisation, mais pour les fins de ma présentation, je vais seulement vous présenter le type d'outils qu'on utilise qui nous permet ensuite de dire, voilà, si on est en bas à gauche, on est dans un contexte où on contrôle les menaces et nos vulnérabilités sont faibles. Et plus on va vers la droite et c'est rouge, plus il y a des vulnérabilités et plus les menaces sont élevées. Par exemple, en pleine crise ukrainienne, avec la pandémie en plus, etc., si on faisait une cartographie quantitative des menaces existentielles de l'humanité. Donc, on est un peu plus en haut à droite aujourd'hui qu'on ne l'était il y a quelques années. Alors, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Donc, je ferme cette parenthèse méthodologique-là. Je ne voulais pas aller trop loin là-dedans. Si vous avez des questions vis-à-vis de ces concepts-là, ça me fera plaisir d'y répondre. Je veux maintenant vous amener vraiment davantage donc, dans le vif du sujet de la présentation et de la conversation et des conversations qu'on aura cet après-midi. Et rapidement, aller vers cette menace pandémique-là comme
je dirais, un cas ou un triste cas, là, mais un cas bien concret de ce que l'humanité, l'ensemble des pays, la communauté internationale et chacun d'entre nous, peu importe où vous êtes assis, avons vécu depuis les 2 dernières années, toujours en utilisant ces outils-là derrière, si vous voulez. À partir du moment, évidemment, où on parle d'une menace globale, tout est une question, évidemment, aussi de contexte. Et on l'aura vu au fil du temps depuis 2 ans. Les comparaisons internationales, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus à l'Observatoire, surtout au début des 2-3 premières vagues, où on faisait de la modélisation pour comparer les menaces et les vulnérabilités dans certains pays de la planète. Et on regardait justement comment les protocoles de confinement et de déconfinement avaient ou pas des influences sur les montées ou la baisse des cas, si vous voulez. Mais ça nous amène vers quoi, cette analyse-là? Ben, ça nous amène sur le fait qu'on doit absolument évaluer ce qu'on appelle le contexte, donc le contexte dans lequel s'inscrit cette menace-là. Dans le cas d'une pandémie de santé mondiale, ben, le contexte, il est mondial. On n'est pas en train justement de regarder un conflit au Sahel, on n'est pas en train de regarder une épidémie de choléra en Haïti. On est vraiment un contexte de pandémie mondiale, ce qui fait que la vulnérabilité, notre analyse de vulnérabilité, elle doit être vraiment internationale, ce qui complexifie évidemment encore plus les modélisations et l'aide à la décision pour nos dirigeants. Et c'est bon de nous rappeler aussi que même si normalement on est tous assis aujourd'hui dans des lieux dans lesquels notre menace sanitaire est quand même relativement faible, je mets en perspective des chiffres qui sont fondamentaux à garder en tête rapidement. Et vous le savez, certains d'entre vous le savez sûrement, mais c'est important de se rappeler, la moitié des pays, la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des services de santé de base. Hein. Donc ça dit quoi? Ben, ça veut dire que la moitié de la population mondiale n'a pas accès à quelqu'un qui peut les aider à avoir une hygiène de vie, par exemple, à se faire soigner, etc. Donc, la moitié de la planète, c'est énorme. Si on regarde certains détails, 100 millions de personnes n'ont simplement pas accès à aucun soin, donc aucune clinique, aucun médecin, parle de santé moderne, évidemment. 2,1 milliards de personnes, donc à peu près le quart de la population, n'ont pas accès à des services d'eau potable. Et plus de la moitié de la planète, on a environ 8 milliards, 4,5 milliards n'ont tout simplement pas accès à des services d'installation sanitaire. Alors, concrètement, en termes de menaces sanitaires, donc on comprend, on rentre dans la biologie de l'écosystème, mais on comprend qu'évidemment, à partir du moment où une grande partie de la planète, sinon la majorité, n'a pas accès à des soins de santé, à des services sanitaires, à des politiques publiques structurantes qui permettent justement d'anticiper des menaces ou de gérer d'éventuelles crises sanitaires, bien, on est tous vulnérables. Ce que ça veut dire, c'est que la population mondiale est très vulnérable, je m'excuse, je vais me coquer, aux menaces pandémiques, sachant évidemment, puis je pense qu'on l'aura compris après 2 ans, je dis on, des fois je m'interroge sur les décisions, comme vous probablement, de nos dirigeants par rapport à ça, mais donc les virus ne se préoccupent pas des frontières. Notre vulnérabilité, elle est en fonction du plus faible maillon de la chaîne, si vous voulez. Donc, notre vulnérabilité n'est pas à l'aéroport de Dorval, elle n'est pas à la frontière américaine, elle est voyez-vous, donc elle est dans le dernier petit village, dans l'altiplano andin, dans des endroits, évidemment, où il n'y a aucune mesure sanitaire, il y a très peu de sensibilisation, évidemment, aux enjeux d'hygiène, etc., ce qui, évidemment, fait de nous, comme espèce, extrêmement interreliés. Puis là, on ne l'a pas mentionné, mais à la base, je suis aussi biologiste, donc c'est biologiste en moi qui parle un peu. C'est que finalement, on est environ à 3 ou 4 jours, hein, avec la mondialisation dans laquelle on vit maintenant, on est à 3 ou 4 jours qu'un incident à caractère sanitaire, et on le vit avec la pandémie, et tous les variants qu'on a connus au fil du temps, on est à 3 ou 4 jours de mutation et que cette mutation-là finisse par arriver chez nous. Très souvent, de toute façon, nos systèmes de détection ne sont pas suffisamment efficaces et quand on pense qu'on en détecte un cas ici, ben, c'est certain que c'est déjà largement dans la communauté. Alors, on est dans une espèce de dilemme, et on l'a vu au fil des 2 dernières années particulièrement, entre notre volonté, notre désir
Puis après, bon, notre économie de mondialisation dans laquelle tout le monde voyage. Il y a une grande démocratisation du voyage aussi. Évidemment, notre économie, nos chaînes d'approvisionnement, donc tout ça est fondamental et on voit à quel point c'est important, surtout de la manière dont les sanctions sont faites sur la Russie et on essaie d'extraire littéralement la Russie de la mondialisation et c'est pas nécessairement facile. On est tellement intimement reliés à travers tout ça. Les menaces sanitaires, évidemment, donc, notamment les virus, vont utiliser cette mécanique d'échange commercial, individuel, culturel, touristique, et donc vont faire en sorte que l'humanité et les organisations internationales et les gouvernements vont être un peu dans ce dilemme entre encourager et maintenir la mondialisation et versus la sécurité sanitaire. Et on l'a vu, c'était comme ça durant les 2 dernières années. Est-ce qu'on ferme ou pas nos frontières? Est-ce qu'on diminue pas nos vols d'avion? Est-ce qu'on met 18 tests d'entrée, de sortie, etc., etc.? Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Et toute cette mécanique de contrôle et de gestion des menaces qui étaient faites à nos frontières, c'était autant de freins à la mondialisation, évidemment, coût économique derrière et on le voit aujourd'hui à l'inflation qui a des conséquences liées à tout ça. Donc, voilà un peu le contexte de pandémie mondiale. Je regarde le temps pour être certain que je suis encore... évidemment, je parle beaucoup trop comme d'habitude, mais à tout le moins, je place mon contexte. Je vais aller rapidement vers la suite des choses. Donc, et là, ça va nous amener davantage vers notre sujet. Qu'est-ce qu'on a fait au fil du temps comme dans la communauté internationale, vous savez, donc à travers les agences, les Nations Unies, on a mis en place l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, à sa plus simple expression, c'est une organisation qui a le mandat, littéralement, de détecter, d'identifier les menaces sanitaires, justement, d'aider les pays qui n'ont pas les moyens de lutter contre ces menaces-là, d'assurer une coordination scientifique avec les États et avec les centres de recherche au-delà de la politique, justement, pour que l'humanité soit protégée ou en tout cas sécurisée dans ce type de menace-là. Ce que l'histoire nous dit depuis 2 ans, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné. Là, je ne vous apprends rien. Je vais essayer tranquillement d'y arriver. Un des éléments importants pour lequel ça n'a pas fonctionné, je vais aller carrément dans le vif du sujet, peut-être présenter rapidement le budget de l'OMS, donc vous donner un ordre de grandeur, c'est plus ou moins 5 milliards, donc 4,8 milliards de dollars sur 2 ans. C'est des budgets assez complexes qui sont des amalgames de dons volontaires, de forfaits gouvernementaux, de fondations privées, etc. Donc 5 milliards de dollars, mettons au chiffron, pour toute la planète. Puis là, je vous fais juste une petite parenthèse. Le budget du Québec, là, j'ai pas je vois mal devant moi, mais je crois qu'on est autour de 45 milliards de dollars pour 8 millions d'habitants. Et l'aide canadienne au développement, c'est 6 milliards de dollars par année maintenant. Alors, quand on regarde seulement ce que le Québec fait avec sa santé pour sa population, quand on regarde comment le Canada aide à travers le monde avec ses 6 milliards de dollars, on se rend compte que 5 milliards de dollars du budget de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de la petite monnaie. C'est rien, finalement. Tout ça aussi, donc, nous amène vers une distribution bureaucratique. Alors là, je parle de faiblesse financière ou problématique dans des budgets, évidemment. Je vais vous parler en niveau de la politique derrière ça ensuite. Mais donc, l'Organisation mondiale de la santé est distribuée dans 194 États membres, donc à peu près tous les membres qu'on connaît là, des Nations Unies, 150 bureaux dans 6 régions. Alors, juste le maintien de ces infrastructures-là est extrêmement coûteuse et une grande partie des fonds de l'Organisation mondiale de la santé sont dans des salaires. Son budget, comme je le mentionnais, vient de différentes sources, volontaires, fondations, entreprises, etc. Et tout ça fait en sorte que l'amalgame budgétaire de l'OMS, là, j'en fais une rapide ventilation. Donc, il y a des pays donateurs, évidemment, qui ont toujours été là. États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, toujours très important, Japon aussi. Mais ce qu'on constate, et ça, c'est important par rapport à la pandémie actuelle, regardez la Chine. Donc, on a presque triplé son budget d'investissement dans l'OMS depuis 2016. Et ce qui fait en sorte, et on va le noter évidemment dans
dans le narratif temporel de la menace pandémique des 2 dernières années, à quel point la Chine est venue museler la capacité scientifique de l'Organisation mondiale de la santé quand il est venu le temps justement de lever la main pour identifier les menaces concrètes, d'assurer qu'il y a des scientifiques qui puissent aller sur le terrain, faire les enquêtes prévues pour connaître la source, l'origine, le patient zéro, etc. Toute la méthodologie qu'on doit mettre en place normalement pour la gestion d'une crise, d'une menace comme celle-là, d'une épidémie, n'a pas pu être fait dans les délais appropriés et on connaît évidemment la suite des choses aujourd'hui, 2 ans, où on est encore en mode virtuel, vous et moi, conséquence de cette tempête parfaite. Il me reste combien de temps, juste pour pas que je dise n'importe quoi? 5 minutes. 5 minutes, parfait, excellent. Je vais aller rapidement donc sur cette historique-là. Vous la connaissez déjà, mais ça nous rappelle aussi dans tout ce qu'on vient de dire, dans les grands concepts de l'analyse de gestion de risque, dans nos menaces, dans la vulnérabilité planétaire, de ce type de menaces-là. Concrètement, on se rappelle, le 31 décembre, un nouveau virus vient d'arriver. Du 2 janvier au 30 janvier, on voit une escalade, donc une augmentation significative du nombre de cas. Des trucs très importants que je veux soulever. Le 15 janvier, donc la Chine va refuser l'accès aux scientifiques de l'OMS, etc. Même si l'OMS, normalement, dans cette coopération scientifique-là, doit prioritairement avoir accès, évidemment, à tout ça. Alors, on voit que dans le jeu politique, financier que la Chine a eu comme influence à travers ces premières semaines-là, fondamentales pour tenter de résorber cette menace-là. On n'a pas été capable de le faire. Et ce n'est que le 30 janvier, on se rappellera, il y a eu, ceux qui suivaient ça, un grand délai. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même 3 à 4 semaines avant que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'urgence sanitaire mondiale. 8 février, la Chine autorise enfin les experts à arriver, beaucoup trop tard. Et après, mi-février, on a déjà une pandémie mondiale. Puis on arrive chez nous, 28 février, le premier cas au Québec. En fait, c'était bien avant ça. Ça, c'était les premiers cas recensés, si vous voulez. Et 11 mars, donc, alors qu'il y a déjà 5000 morts sur la planète dans une centaine de pays, on déclare enfin la pandémie mondiale. Donc, janvier, février, mi-mars. C'est beaucoup trop tard. C'est vraiment ce qu'on appelle donc une tempête parfaite. Une tempête parfaite qui était basée sur quoi en termes d'analyse de risque? D'une part, c'est la vulnérabilité de l'organisation dans sa structure de financement qui est soumise au clientélisme. Et je termine dans à peine 2 minutes. Donc, impératif d'une réforme et aussi impératif, ça c'est clair, même si on pense que ça se fait actuellement, il n'y a pas d'enquête post-pandémique. On y a un consensus dans les différents comités qui se penchent malgré tout sur tout ce qui s'est passé, d'une triple responsabilité évidemment sur la responsabilité de la Chine d'avoir camouflé l'information et de ne pas avoir été transparente sur ce qui se passe. 2 ans plus tard, on ne sait toujours pas d'ailleurs. Une responsabilité aussi des services de renseignement, les États-Unis, l'Europe, Londres, Washington, les grandes capitales étaient tout à fait au courant de cette menace-là, au même titre que si ça avait été une menace terroriste. Et on n'a rien fait. Et le fait d'avoir rien fait, ça fait en sorte qu'on prend la menace trop tard quand elle a déjà eu un impact communautaire. Et triple responsabilité, l'OMS, j'en ai parlé, mais en même temps, l'OMS, vous savez, j'ai hâte d'entendre ma collègue là-dessus, est un peu le résultat de ce qu'on veut bien avoir comme organisation internationale aujourd'hui. On le voit avec le Conseil de sécurité pour la Russie aussi. Alors, c'est un peu l'échec de notre internationalisme. Nous avons les organisations multilatérales que nous méritons, évidemment. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est est-ce que nous aurons appris pour la prochaine pandémie? Personnellement, je crois pas. On pourra avoir des conversations là-dessus par la suite. Je m'arrête là, mais juste pour vous dire que la dernière diapo que je n'ai pas eu le temps de présenter, qui est peut-être celle qu'on pourra discuter davantage en deuxième partie de cours ou dans les questions un petit peu plus tard, c'est comment tout ça s'applique aussi à la gestion des risques et de la sécurité ici pour le Québec. Donc, comment le scénario international que je viens d'écrire rapidement s'est appliqué dans la temporalité de la crise ici au Québec. Moi et mon équipe, personnellement, on est particulièrement impliqués avec la cellule de crise du gouvernement, justement, à ce niveau-là. Alors, ça me fera plaisir aussi d'en parler, mais je vais respecter mon temps et laisser la parole à ma collègue maintenant. Merci, François. Merci beaucoup. Votre communication est un peu difficile. Peut-être la connexion est lente, mais on vous a bien entendu.
Stéphane, je te laisse la parole. Oui. Tu peux enlever ta présentation, François, parce que Linda va partager son écran. Donc, c'est avec un grand plaisir, beaucoup d'enthousiasme que je vous présente Linda Rey, qui est ma collègue, en fait, à l'École nationale d'administration publique, qui est spécialiste de l'évaluation de programmes, ce qui veut dire évaluation des politiques publiques ou intervention de l'État. Elle est une professionnelle de la santé publique et du développement international. Et elle est en détachement depuis maintenant quelques mois en Suisse pour travailler à l'Alliance globale pour l'immunisation, où elle occupe un poste d'experte en renforcement des systèmes de santé dans les pays francophones en particulier. Dans les dernières années, elle a collaboré à plusieurs projets d'envergure visant à développer des plans nationaux de renforcement des systèmes nationaux de santé en matière d'immunisation contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, l'Alliance, ainsi que les organisations de la société civile dans divers pays comme Haïti, le Yémen, Djibouti, République démocratique du Congo. De 2013 à 2017, elle a dirigé l'unité de suivi, évaluation et gestion des connaissances de la fondation OneDrop, qui est liée au fondateur du Cirque du Soleil, si je ne me trompe pas, donc qui est sur la question de l'accès durable à l'eau potable en Amérique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Inde. Donc, finalement, elle est diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, aussi de doctorat en santé publique de l'Université de Montréal, ainsi qu'une diplôme de 3e cycle en analyse et évaluation de l'intervention de santé de l'Université de Montréal, encore une fois. Donc, c'est avec un grand plaisir que je laisse la parole à Linda Rey. Au micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, Linda. Ça fait plaisir. Oui, bonsoir pour moi, bonjour pour vous. C'est ça. Ça fait plaisir de te voir et d'être ici ce soir. C'est vraiment un beau moment et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager une expérience qui, pour moi, est un mélange de réflexion, mais aussi d'observation, autant en tant que scientifique académicienne, mais aussi en tant que praticienne. Donc, beaucoup de choses ont été dites par mon collègue François. Il a très bien mis la table et donc, je vais essayer de ne pas répéter tout ce qu'il a dit et avec lesquels je suis totalement d'accord. Mon intervention cet après-midi va vraiment s'intéresser aux efforts mondiaux pour la vaccination avec un équilibre entre ce qui se fait d'un point de vue pratico-pratique, mais aussi les enjeux que ça représente. Ce n'est pas si simple que ça. Des bonnes intentions ne se transforment pas toujours en action. Donc, j'arrive pas à changer ma diapo. Est-ce que c'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, je vais globalement couvrir 4 points principaux avec un petit épilogue à la fin, si j'ai le temps. Le premier, c'est le contexte mondial. François en a déjà largement parlé. La COVID-19, d'un point de vue international, est-ce que nous étions préparés à ça? Le troisième point va vraiment regarder un peu quelles sont les stratégies de riposte qui ont été mises en place, quand je dis aujourd'hui, donc depuis 2 ans, mais qu'est-ce qui nous attend aussi demain? Parce que la COVID est faite pour rester et qu'est-ce qui s'en suivra? Et puis, je voulais surtout mettre l'accent sur des éléments dont on parle, mais qui ne sont pas si simples que ça à gérer, notamment les défis qui persistent depuis très longtemps que la COVID n'a fait qu'exacerber parce qu'elle a touché le monde entier de façon assez impressionnante et particulièrement les pays du Nord, on ne s'attendait pas vraiment. Donc, d'un point de vue contextuel, je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit, mais on voit qu'il y a une interdépendance entre les enjeux sociétaux contemporains. Premièrement, je mettrai l'accent sur l'interdépendance du local et du global. On s'est rendu compte avec la COVID que les actions qui étaient prises au niveau global avaient des répercussions au niveau local et vice-versa. Donc, l'interdépendance a été encore plus importante, notamment avec les voyages et les restrictions. Je voulais aussi mettre l'accent sur des tendances qui s'inversaient. Autant dans les pays développés, on assiste à une stabilisation ou à une population vieillissante, autant dans les pays du Sud, comme notamment le continent africain,
On a une croissance démographique avec d'ici une trentaine d'années, plus de 50% de la population qui sera une population jeune. L'urbanisation croissante et rapide, donc avec les manques d'accès aux services de base dont François a déjà parlé, le changement climatique, les différentes crises que nous connaissons, que ce soit des crises politiques, tu en as parlé François, les conflits. Donc cet amalgame, en fait, cette combinaison de facteurs sont vraiment un terreau pour l'émergence et la survenue de pandémies, dont celle de la COVID. Mais n'oublions pas qu'avant la COVID, il y en avait eu d'autres. Il y avait eu le SARS, il y avait eu aussi l'Ebola, notamment en Afrique subsaharienne. Donc, c'est vraiment tous ces éléments qu'il faut garder en tête lorsqu'on veut vraiment avoir une compréhension de la crise et de ses enjeux. Le dernier rapport du Forum économique mondial qui sort tous les ans présente un peu les différents risques mondiaux auxquels on fait face. Alors, j'ai trouvé cette image assez parlante parce que autant dans les anciens rapports, la santé ou la cybersécurité était très en avant, autant on voit qu'avec la COVID, parce que l'analyse a été faite en tenant compte de l'impact de la COVID, on voit que les risques à venir ou les risques en fait qui vont devenir plus importants, c'est tout ce qui concerne la cohésion sociale, donc l'érosion de la cohésion sociale, les enjeux de subsistance, le changement climatique et les conséquences de celle-ci, la santé mentale. Hein, on a très souvent négligé la santé mentale, donc on retrouve la santé mentale. Et puis, vous pouvez voir que les maladies infectieuses viennent bien plus tard dans cette liste, après à peu près 10% d'estimation de risque. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moindres, mais on ne s'attendait pas, grâce à ce rapport, de voir que la cohésion sociale ou la santé mentale, qui étaient des éléments qu'on prenait pour acquis, pouvaient à l'avenir, suite à cette flambée de la COVID, devenir des enjeux et des risques très importants pour nos sociétés. Alors, est-ce que nous étions préparés à cette crise ? Je ne donnerai pas de réponse. Cependant, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le rapport annuel sur l'état de la préparation mondiale aux situations d'urgence dès septembre 2019, je prends le temps de le lire parce que c'est important. En septembre 2019, ce rapport disait déjà que le spectre d'une crise sanitaire mondiale causée par un agent pathogène respiratoire plane aujourd'hui dangereusement, entraînant la propagation rapide d'une pandémie à forte mortalité capable de tuer 50 à 80 millions de personnes et d'effacer près de 5% de la population mondiale. Une pandémie mondiale de cette ampleur serait catastrophique. Elle entraînerait des dommages considérables, une grande instabilité et une insécurité généralisée. Le monde n'y est pas préparé. Nous étions en septembre 2019. Ce qui voulait dire quand même que quand je revois ce rapport-là, il était plus que prémonitoire puisque, comme vous le savez, par la suite, nous avons connu une accélération de cette pandémie. François l'a très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tâtonnements avec au départ le cas de pneumonie virale qui a été signalé en Chine. Alors on se dit c'est en Chine, c'est trop loin, le temps que ça arrive, bon, on pourra gérer ça. Mais le 30 janvier, les membres du règlement sanitaire international déclarait déjà que le coronavirus était une urgence de santé publique. Et ce n'est que le 11 mars 2020 que le directeur général de l'OMS a déclaré la COVID comme étant une pandémie. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ce qui s'est passé, c'est que, comme François l'a très bien dit, c'est que l'OMS, ce n'est pas une entité autonome. Elle est constitutive d'États membres souverains. Donc, il y a eu beaucoup de tractations, certains pays pour des enjeux, que ce soit géopolitiques, que ce soit des enjeux politiques, de diplomatie, pour ne pas paniquer leur population, ont laissé beaucoup traîner les choses. Mais c'est l'OMS qui a été quelque part mise devant l'épreuve en disant que, bah oui, il y a eu vraiment du retard avant de prendre la mesure des choses. Donc, ce n'était pas seulement par manque de volonté, c'était aussi des enjeux sociopolitiques.
Je ne vais pas passer à travers toute la chronologie. Par contre, ce que je trouvais intéressant de noter, c'est que ce n'est qu'en mai 2020 qu'il y a eu un lancement du plan de réponse humanitaire mondiale avec 6,7 milliards de dollars pour aider à réduire les effets de la pandémie dans notamment 63 pays à faible revenu. Et bien que cela ne soit pas suffisant, en juillet, plusieurs organisations se sont mises ensemble en partenariat pour mettre en place ce qu'on a appelé la facilité COVAX. Beaucoup de gens en entendent parler, mais très peu comprennent vraiment comment ça fonctionne. Mais l'idée derrière COVAX, c'est d'obtenir un soutien financier pour les vaccins par le biais d'une garantie de marché pour aider 90 pays à faible revenu. Donc, COVAX, aujourd'hui, c'est cette plateforme-là, ce n'est pas une organisation, c'est une plateforme qui récolte des financements ou des engagements financiers de différents pays pour pouvoir acheter des vaccins contre la COVID et pouvoir les envoyer dans les pays qui n'ont pas les moyens, notamment, de se les offrir. Je dis ça, c'est très beau, mais je vous montrerai plus tard que c'est plus beau sur papier que les enjeux auxquels font face COVAX par la suite. Seulement qu'en septembre, le 30 septembre 2020, 1 milliard de dollars de nouveaux financements ont été ajoutés. Donc, ça a créé aussi un certain engouement auprès des gouvernements d'avoir une plateforme qui mobilise un peu tout et que les efforts ne soient pas éparses. Le premier vaccin qui a été signé sous cette plateforme COVAX a été le vaccin Pfizer avec 40 millions de doses. Autre élément important, c'est qu'il était important de clarifier que ces vaccins-là devaient être accordés au pays sans, je ne vais pas dire gratuitement, mais avec un minimum d'implication, avec un minimum d'investissement, mais qui n'étaient pas forcément des investissements financiers pour acheter ces vaccins-là. Traditionnellement, comment ça se passe, c'est que les vaccins sont cofinancés par les pays et par notamment l'Alliance du vaccin, l'Alliance Gavi. Mais dans le cadre de COVAX, il y a eu un accord prévoyant cette indemnisation pour au moins 92 pays éligibles. Et finalement, au 4 février 2022, ce sont plus d'un demi-milliard de vaccins COVID qui ont été envoyés dans les pays et expédiés dans des pays à faible revenu. Un milliard de doses, en fait, le milliard de doses, ça a été souligné le 15 janvier 2022, donc vous voyez que c'est encore très récent. Je ne repasserai pas par rapport à travers le nombre de cas ou les cas cumulatifs. Ce sont des informations qui existent déjà sur le site de l'OMS et qui sont mises à jour régulièrement. Mais à l'heure où je vous parle, donc, on compte que 10,7 milliards de doses de vaccins COVID ont été livrées dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été livrés de façon équitable, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été utilisés, parce qu'il y a de grands enjeux autour de cette livraison de vaccins. Donc, ce sont des chiffres qui, comme vous pouvez le voir, datent d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé à voir l'évolution de la situation mondiale en la matière, vous allez sur le site de l'OMS et sur ce qu'ils appellent leur tableau de bord et vous pouvez avoir accès à ces données en temps réel. Alors, concrètement, aujourd'hui, comment cette riposte contre la crise et notamment la pandémie de la COVID s'est faite? L'OMS est au centre parce qu'on est habitué, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Je ne répéterai pas ce que François a dit, il a très bien présenté le rôle de l'OMS, mais je voulais juste souligner deux, trois choses. Premièrement, avec la pandémie, on a vu encore plus fort à quel point le multilatéralisme souhaité de l'OMS a été mis à l'épreuve. Malgré les différents discours de son directeur, qui disait notamment qu'aucune région, aucun pays, aucune communauté ou aucun individu n'est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité, on s'est rendu compte qu'au final, chaque pays a décidé quand même de gérer la crise à sa façon et de façon plutôt interne et plutôt moins multilatérale. Donc le multilatéralisme,
cet imaginaire de multilatéralisme a été un peu mis à l'épreuve de la crise. Deuxièmement, le rôle limité, le rôle normatif de l'OMS limité, comme je l'ai dit, elle a pris du temps à suivre en fait les recommandations de son comité d'urgence sur le règlement sanitaire international, j'en ai déjà parlé, et donc elle a fait face à d'énormes critiques par rapport à cette déclaration tardive de la pandémie. Et puis finalement, qu'est-ce qui lui reste à l'OMS? Ça reste quand même cet espace où on peut se permettre de faire un plaidoyer pour la solidarité internationale, pour avoir beaucoup plus de fonds et de financement pour pouvoir développer des programmes ou assister les pays. Ça reste avec les écueils et tout ce qu'on peut reprocher à l'OMS, ça reste quand même l'organisation par excellence de la santé publique globale. Alors, si elle reste cette entité-là que nous reconnaissons tous, plusieurs personnes disent, et quand je dis plusieurs personnes, plusieurs auteurs annoncent qu'elle n'est plus aux commandes. Est-ce que c'est vraiment un mythe? Alors, je dirais que la réponse est mitigée. Elle demeure quand même celle qui met en place les normes, celle qui suit un peu l'évolution des enjeux en termes d'épidémie mondiale, qui développe les outils, les guides, etc., notamment le dernier agenda pour l'immunisation, l'agenda 2030 pour une immunisation basée sur l'équité vient de l'OMS. Mais la réalité, c'est que ce sont ces financements, il n'y a que la moitié à peu près de ces financements qui viennent de ces États membres. Mais il y a aussi de nouvelles entités qui sont apparues, notamment les fondations, des partenariats publics-privés qui sont de plus en plus présents dans le financement de l'OMS. On l'a vu avec la COVID, mais aussi des acteurs universitaires qui aussi contribuent à travers la recherche à l'effort mondial pour lutter contre la pandémie. Donc, on a vraiment une explosion d'acteurs en compétition, que ce soit avec leur poids financier ou que ce soit avec leurs brevets, leurs connaissances qui se gardent bien. On a des défiances en termes d'acteurs institutionnels entre les gros acteurs et les plus petits autour de la table, même s'il y a tous ces États membres-là, certains préfèrent s'abstenir parce que pour des enjeux géopolitiques et pour garder une certaine protection de la part de plus gros États, vont s'abstenir de prendre certaines décisions. Et puis, on voit bien que les 20 premiers contributeurs représentent quand même 76% du total des recettes de l'OMS. Ça veut dire que, vous pouvez le voir sur cette slide, mais c'est un peu la slide aussi qu'a présenté François. On a l'Allemagne, on a la Fondation Bill et Melinda Gates, dont le budget à lui tout seul est bien plus important que celui de certains pays. Donc, ça pose quelques questions et ça pose quelques enjeux en termes de partenariat pour la santé. Alors, cette notion de partenariat pour la santé, je ne sais pas si c'est une façon de travailler ensemble, mais en tout cas, ça donne le prétexte pour mobiliser différents modèles et différents mécanismes de financement, de partenariat public-privé. On s'est rendu compte que les États, eux tout seuls, ne peuvent plus rien faire. L'OMS a un budget limité. Le privé s'investit de plus en plus dans la santé. Donc, comment faire pour limiter un peu les dégâts et que tout le monde ne parte pas de son côté? Donc, les nouveaux partenariats mondiaux pour la santé se sont basés sur ces éléments-là, avec comme avantage d'avoir des budgets très importants. Mais est-ce que leur impact est réel? Ça, c'est à discuter. Ils font appel aussi de plus en plus à la société civile. Donc, ils jouent un peu le jeu entre les États et la société civile. Donc, c'est un jeu un peu à double tranchant. Ce qui est très fort chez eux, c'est les mécanismes de financement. Ils décaissent de façon plus rapide que décaisserait un État, ce qui fait que l'argent arrive très rapidement, mais ça ne veut pas dire que cet argent qui arrive rapidement est très bien utilisé. Bref, il y a un déséquilibre des priorités des dépenses nationales en matière de santé lorsque vous arrivez avec beaucoup d'argent et vous décidez quoi financer finalement. Je ne vais pas prendre trop de temps, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais tout ça pour dire que
L'un des partenariats dont j'ai parlé, c'est le partenariat Gavi, pas par choix, mais aussi parce que ça fait depuis 2000 que ce partenariat-là travaille dans le domaine de la vaccination et de l'immunisation de routine, c'est-à-dire que c'est ce partenariat-là qui mobilise les fonds pour les vaccins traditionnels pour les enfants de 0 à 1 an. Et c'est parce qu'ils ont cette expérience-là que lorsque la COVID est arrivée, tout naturellement, c'est arrivé que Gavi soit mobilisé. Donc, l'Alliance Gavi, c'est plusieurs organisations, comme vous pouvez le voir ici. On retrouve Bill et Melinda Gates, on retrouve UNICEF, on retrouve la Banque mondiale, etc., qui se sont mis ensemble pour mobiliser des fonds pour pouvoir faire de la vaccination, en tout cas contribuer à l'effort mondial en matière de vaccination. Plus précisément, COVAX a été cette plateforme particulière qui a été constituée par le CEPI, Gavi, UNICEF et la Banque mondiale, qui est spécifique pour les vaccins COVAX. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de Gavi, il y a toujours les vaccins les vaccins traditionnels qu'il faut continuer à fournir, mais COVAX a pris une ampleur et a même amené l'organisation à parfois doubler d'effectifs parce qu'il fallait gérer particulièrement cette plateforme-là. Je ne sais pas si j'ai 2 minutes de petite vidéo à vous passer. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'arrête. Donc, je partagerai bien sûr le lien vers cette vidéo parce qu'elle nous montre quelque part comment l'interdépendance entre les pays autour du vaccin est très importante. C'est un enjeu de taille. Alors, pour pouvoir bénéficier et opérationnaliser ce mécanisme, plusieurs étapes sont nécessaires. Premièrement, il faut confirmer la participation. Ce sont vraiment les pays qui ont été considérés comme ayant le besoin et qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes les vaccins, qui doivent confirmer leur volonté de participer à la plateforme. Ensuite, il y a une préparation. Donc, c'est en fait l'élaboration de documents, de processus, etc. Je vous passe les détails. Mais l'aspect le plus important, c'est l'évaluation de l'état de préparation. Autant au niveau des pays du Nord, on a des chaînes de froid et d'approvisionnement qui fonctionnent très bien, autant dans les pays du Sud, ce n'est pas le cas. Par exemple, pour certains vaccins, il faut des frigos à moins de 8 degrés. Je vous donne un exemple très concret. Et pour trouver dans des pays où la température dépasse parfois 35-40 degrés, il est très difficile de faire ça. Donc, il ne s'agit pas juste d'envoyer des vaccins. Il faut aussi s'assurer que la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de froid puissent recevoir ces vaccins-là avant d'allouer ces fonds COVAX et que les vaccins soient finalement livrés. Je ne vois pas le temps passer, mais dites-moi si je dépasse un peu le temps. Là, je vais m'ajuster. Ça va, Madame Marais, je vais demander au public s'ils ont des questions de les passer dans le fil de discussion. Et, parfait. Monsieur Bouchard a déjà une question pour vous. D'accord, parfait. Alors, donc, au-delà de cette plateforme COVAX, donc je pourrais vous envoyer les détails des ressources, mais c'est pour vous montrer que ça a été la première mobilisation internationale pour rendre disponibles des vaccins aux pays qui ne pouvaient pas se les fournir. La réalité, c'est qu'il y a quand même une concurrence. Avec la bonne volonté des pays du Nord qui finançaient la plateforme COVAX, ils voulaient aussi assurer à leur population une deuxième, une troisième, une quatrième, voire une cinquième dose, alors que certains pays n'en avaient pas du tout. La mobilisation s'est faite aussi, il faut regarder que la mobilisation des ressources s'est faite aussi à travers des canaux qui n'étaient pas des canaux traditionnels. Donc, on a vu WhatsApp, on a vu que l'OMS faisait comment dire, press release, excusez-moi l'anglicisme,
tous les jours pour informer sur ce qui se passait. On a mobilisé les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des canaux de mobilisation de fonds qui n'étaient pas des canaux traditionnels utilisés par l'OMS ou encore ses partenaires. UNICEF était très bon là-dedans, mais avec la COVID, on a assisté à cette explosion. 3 autres éléments qui ont été importants. C'est la création du CDC Afrique, CDC Center for Disease Control. Vous savez que c'est basé aux États-Unis, mais avec la COVID, le leadership du continent a été vraiment reconnu à travers la mise en place sur le continent de l'équivalent d'un CDC qui est géré par un médecin africain, parce que justement, il fallait être proche du terrain, il fallait être proche des réalités de certains pays. Et il ne faut pas oublier que quand même, l'Afrique a vraiment, de façon relative en comparaison à certains pays du Nord, a été moins touchée par la pandémie dans un premier temps. Ensuite, il y a le mécanisme régional de l'Union africaine pour aussi mobiliser des fonds en Afrique pour pouvoir pas forcément fabriquer les vaccins, mais fabriquer les sérums, etc. Mais en tout cas, mobiliser en fait des efforts autour de ça. Puis avec tout ça, on a eu COVAX également. Donc, cette mobilisation a été faite à tous les niveaux, avec des bons côtés comme des moins bons côtés. Alors là, je suis bloquée encore une fois. C'est bon. Alors, il y a aussi, ce qui a été intéressant aussi, c'est de voir que ce contexte-là de mobilisation autour de la pandémie a créé de nouveaux réseaux. Des nouveaux réseaux d'apprentissage. On s'est rendu compte que oui, la vaccination, c'est bien, c'est pas quelque chose que les gens qui sont en santé publique ne vont pas être étonnés, mais pour d'autres qui étaient dans d'autres secteurs, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il faut créer de nouveaux réseaux d'apprentissage, notamment autour de l'immunisation, de la surveillance épidémiologique, etc. Donc, je donne un exemple, le réseau d'action autour de l'immunisation Linked, pas LinkedIn, mais Linked Immunization a été créé avec une réflexion sur le financement des programmes d'immunisation de façon générale, le renforcement des performances des programmes de vaccination et surtout leur abordabilité. Juste pour vous montrer quelques chiffres, vous pouvez voir ici que si on prend quelques pays, alors que seulement 1,5% des Nigérians ont été vaccinés, de la population nigérienne, qui est quand même 250 millions d'habitants, a été vaccinée. On a 87% aux Émirats, on a quand même 80% en Espagne, 68% en France. Donc, vous voyez que cette inégalité-là continue à être très importante en termes d'accès aux vaccins. Alors, j'arrive à ma 4e et avant-dernière partie qui va être assez rapide. Tout ça étant dit, comme vous pouvez le voir, il y a eu une variété de mobilisation à tous les niveaux, que ce soit financier, que ce soit technique, que ce soit aussi de changement de paradigme aussi, de renforcer les institutions basées en Afrique. Il ne reste pas moins que l'inégalité vaccinale demeure. Les enjeux de renforcement des systèmes de santé de façon générale demeurent. Et puis, même quand il y a des vaccins, on fait face à de l'hésitation vaccinale. Alors, ce sont des défis qui persistent, qui existaient avant, mais qui ont pris de l'ampleur avec l'enjeu de la COVID. Donc, alors que d'un côté, vous avez des gens qui veulent des vaccins, mais qui ne peuvent pas en avoir, ou les vaccins arrivent en retard, ou ils n'ont pas les frigos pour pouvoir les gérer. De l'autre côté, il y a des gens qui sont prêts à se faire vacciner, mais ils doivent rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde. Et pourtant, cette facilité COVAX disait cette équité vaccinale avec des pays qui auraient un accès égal et équitable à la vaccination, mais dans les faits, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. On a eu quand même des progrès. Certains pays ont pu avoir accès à certains vaccins grâce à cette facilité. Par exemple, 11 milliards de dollars par rapport à des besoins évalués à 38,1 milliards de dollars. C'est quand même un écart financier important, mais je veux dire, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, excusez-moi.
Alors, je pense que... Est-ce que vous voyez toujours mes diapos? Oui, Madame Parfait. Ray. OK. Une petite minute Parfait. encore pour que je puisse prendre des questions. Parfait. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que près de 85% des doses de vaccin COVID-19 administrées à ce jour sont allées à des personnes dans des pays à revenus élevés et à revenus intermédiaires supérieurs. Et l'équivalent, c'est 0,3%. Ça, c'est le chiffre de mai. Ça a un tout petit peu augmenté, mais vous voyez que l'écart entre les deux mondes demeure en matière d'accès à la vaccination. Donc, les défis persistants, en quelques mots, c'est que clairement, on a dans les pays des enjeux liés au système de santé, que ce soit dans le nord ou au sud. Seulement qu'au sud, il y a vraiment des enjeux qui demeurent depuis longtemps. On parle de renforcement de systèmes de santé depuis des siècles, mais avec la COVID, le minimum n'était même pas garanti. Donc, il fallait absolument éviter l'ampleur de la crise dans certains pays. Et on ne sait pas, peut-être c'est la chance que l'Afrique a connue de pouvoir avoir été épargnée malgré tous ces défis qui existaient déjà. Et 13% des Africains sont entièrement vaccinés en 2022. C'est très faible. Par ailleurs, 29 pays ont utilisé la moitié de leur stock de vaccins pour des raisons telles que le gaspillage des ressources. C'est-à-dire qu'on a les vaccins, les gens ne veulent pas venir se vacciner ou ne peuvent pas venir se faire vacciner, ce qu'on savait déjà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui exacerbent en fait ces inégalités vaccinales. Ce qui perturbe aussi la prestation des soins. Depuis que la COVID est arrivée, les hôpitaux africains ou le système de santé a tout misé sur la COVID, alors que les autres pandémies, les autres maladies demeurent. On remarque notamment la survenue d'anciennes maladies qui avaient disparu, comme la polio, qui reviennent parce que les vaccins traditionnels ne sont pas garantis. Donc, je finirai avec cet épilogue du directeur régional de l'UNICEF qui dit que pour une véritable équité en matière de vaccins, notamment pour l'Afrique, il faut contribuer davantage au financement des distributions de vaccins, c'est sûr, mais en recrutant et en formant des agents communautaires parce que c'est au niveau des communautés que ça se passe, pas forcément des formations sanitaires. Veiller à ce que les vaccins soient livrés en temps voulu et de manière fiable. Il y a beaucoup de vaccins qui ont été gaspillés parce que la date limite était passée, on n'a pas pu les livrer à temps. Et puis, penser aussi à l'innovation en matière vaccinale. Donc, je pense que ces trois éléments-là sont quand même très importants à garder en tête lorsqu'on veut avoir des systèmes de santé plus résistants. Et on a tous un rôle à jouer au niveau des systèmes de santé, au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des États, sans oublier les citoyens. Merci. Merci, Madame Ray. J'ai une auditrice qui voudrait que M. Audet réponde peut-être dans sa dernière diapo. Et au Québec, étions-nous prêts? M. Audet, êtes-vous là? Non, il a peut-être pris une pause. Oui, je suis là. Tout à fait, je suis là. En fait, j'ai passé de l'ordinateur au iPad parce que je comprends qu'il y a eu, c'était peut-être un petit peu difficile avec l'ordinateur, alors je m'en excuse. Malheureusement, je ne pourrais pas faire de partage d'écran, alors on va juste voir ma face, mais je vais vous présenter effectivement rapidement pardon, la dernière partie. Je remercie ma collègue d'avoir bien aligné la suite de ce que j'avais entamé là, en termes de contexte et de vulnérabilité mondiale. Juste pour la logique de la continuité de la conversation, moi, je m'étais intéressé à la fin de ma présentation à mettre évidemment en exergue la dimension des vulnérabilités vis-à-vis cette menace-là pour le Québec. Alors, je vous dirais, j'ai 3 points rapidement c'est à la fois des observations
mais aussi beaucoup de recherches qu'on a fait ces dernières années, et notamment un livre d'ailleurs qui sera à paraître avec le professeur Paquin sous peu. Je dirais que généralement, puis je le dis en tout respect pour la fonction publique et le Québec, mais généralement, le Québec est assez incompétent en gestion de risque et de la sécurité, tant au niveau domestique et encore plus au niveau international. Bon, domestique, on peut en parler un peu, je vais en parler un peu, mais au niveau international, c'est important de le mentionner parce que, évidemment, vous savez que le Québec, à travers la doctrine Gérin-Lajoie, a fait une expansion de bureaux à l'international. On me corrigera, je crois qu'on est rendu à entre 25 et 28 bureaux à l'étranger dans presque tous les continents, etc. Et cette expansion internationale-là lui impose des responsabilités aussi, lui impose des veilles sur les menaces, tant sur ses intérêts, ses actifs, que sur les collaborations dans le renseignement ou dans la sécurité internationale notamment. Alors, c'est un peu nouveau. Je parle d'incompétence, c'est peut-être pas le bon terme, mais certainement inexpérimenté. Ça s'explique de plusieurs façons. Moi, je crois qu'on ne se mettra pas la tête dans le sable. Je pense que le Québec, et le Canada en général et le Québec en particulier, on est isolé géopolitiquement. On a une mécompréhension et une insouciance, souvent des menaces globales. On a juste à voir comment la couverture médiatique et comment on absorbe l'information sur la guerre actuellement en Ukraine. On a énormément de difficultés à se mettre dans les yeux de nos ennemis ou des menaces qui nous entourent. Et ça nous rend très vulnérables à ces menaces-là, évidemment, parce qu'on ne les comprend pas, on les pense irrationnelles, impossibles, ou on diminue la probabilité parce qu'on ne peut pas concevoir qu'elle peut vraiment nous menacer. Ce qui fait qu'on ne se prépare pas ou très, très peu. On se pratique très peu en gestion de crise non plus. On a très peu... on commence à le faire un peu avec la pandémie. On a vu les systèmes d'information, notamment sur les cellulaires, les annonces et tout ça, les alertes Amber, etc. Donc, il y a quelques petits exemples comme ça où ça fonctionne. Les feux de forêt un petit peu, et même avec les changements climatiques à venir, ou les changements climatiques en général et la menace climatique qui frappe le Canada de manière importante depuis longtemps et encore plus que jamais maintenant, on a beaucoup de difficultés à gérer la menace et les crises. Et ça va de pair, évidemment, pour la menace sanitaire. Quand on fait un peu aussi l'observation dans l'état de nos compétences, dans la fonction publique, dans les grands ministères qui devraient avoir des compétences là-dedans, il y a peu ou pas d'experts non plus. On n'a pas rapatrié cette expertise-là et on n'a pas fait de culture de sécurité non plus. Évidemment, on s'entend, on n'est pas Israël, on n'est pas, il n'y a pas d'enjeu spectaculairement a priori important, mais en même temps, en pensant qu'il n'y en a jamais de ces enjeux-là, on finit par les oublier. On a une accoutumance on s'endort, on s'engourdit, et dès qu'elle survient quelque chose, c'est comme si ça nous surprenait. Il y a aussi une grande influence du corporatisme dans la mise à l'agenda et la prise de décision dans notre gestion de crise. Ça, on l'a vu énormément. Puis je ne veux pas trop rentrer dans les détails des débats qu'on a vus jusqu'à tout récemment, mais la manière dont notamment on pense juste au port du masque, par exemple. Comment ça a pris de temps avant que le corps médical démocratise l'utilisation du masque et qu'on en vienne à accepter que oui, peut-être que les citoyens savaient comment mettre un masque, sachant qu'on texte et on conduit en même temps. On est capable de se mettre un masque dans la figure et le corps médical était très, très, très réticent. Et même encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Puis je parle juste ça comme exemple. Cela étant, maintenant que j'ai cassé un peu de sucre sur la tête de mes collègues du gouvernement, je crois qu'on voit quand même un grand changement s'opérer. Je pense entre autres à l'Institut de la diplomatie que vous connaissez peut-être. Il y a du renforcement de capacité en sécurité dans plusieurs ministères, à l'Assemblée nationale, le ministère de l'Économie, le MRIF aussi, Immigration, Sécurité publique. Le changement est en train de s'opérer. Ça a été certainement causé en grande partie par la pandémie, mais aussi certains incidents importants. Je pense entre autres aux attentats de Ouagadougou, où il y a eu 6 Québécois qui se sont fait tuer, etc. Puis après, on voit la menace terroriste un petit peu partout dans nos pays alliés, aux États-Unis, en Europe et tout. Et là, avec ce qui se passe en Ukraine également. Mais je vous dirais que sans faire état de gros enjeux confidentiels, je veux dire, quelques jours avant l'invasion russe en Ukraine, on constatait qu'il n'y avait aucun bureau du Québec à l'étranger qui avait pris l'urgence de la situation, qui avait mis en place un système de protection, notamment de la cybersécurité, de rapatriement des effectifs québécois, etc. Donc, on a
et comme je ne sais pas pourquoi d'ailleurs certains experts ont dit que la Russie nous avait pris par surprise. Hein. Ça faisait quand même un mois qu'il y avait 200 000 hommes sur le bord de la frontière. Mais bref, je trouve qu'on n'est pas très bon là-dedans. Là où ça peut, donc 2 derniers points rapidement, là où ça nous a permis de changer, il y a certaines jurisprudences, hein, donc c'est des enjeux souvent juridiques, des assurances, des contrats. Il faut que la bureaucratie suive ça. Et une des jurisprudences centrales à tout ça, puis je pourrais étayer un petit peu plus tard là-dessus, là, mais c'est basé sur ce qu'on appelle l'obligation de diligence, hein, ou en anglais, c'est le duty of care. C'est l'obligation d'un employeur, d'un État, à s'assurer que, dans le cas du Québec, par exemple, la santé et la sécurité au travail soient appliquées, peu importe où on est sur la planète. Alors, si vous êtes pour l'ENAP et que vous voyagez, ben, vous êtes mandaté par un employeur québécois. À ce moment-là, c'est les mêmes règles de sécurité qui s'appliquent partout où vous voyagez. Et ça, on ne l'a pas beaucoup appliqué. On ne l'a jamais appliqué, mais depuis 2018, un petit peu plus parce qu'il y a eu des cas de poursuites judiciaires dans les grands employeurs du Québec. Et là, évidemment, quand c'est une question d'argent, là, c'est là où tout le monde se réveille en disant « Oups, on ne veut pas se faire poursuivre, etc. » Et là, ça commence ces enjeux-là de santé et sécurité internationale commencent à arriver. Puis on l'a vu aussi avec la pandémie de la COVID-19 là, et les enjeux de séjour à l'étranger. Un dernier élément, c'est aussi, puis je fais peut-être un portrait un peu négatif, mais bon, écoutez, c'est moi ce portrait que j'en fais, une incapacité d'appliquer des politiques publiques de prévention. Parce que la gestion des risques de la sécurité ou des menaces quelconques, c'est dans la prévention qu'on diminue l'éventuel impact que ça peut avoir au niveau sociétal. Et on est incapable d'absorber ça et de se pratiquer, de maintenir une culture de la sécurité. Je donne juste un exemple. Il y avait la préexistence d'un plan de gestion d'urgence lié au SARS. Là, donc, on se souviendra de la pandémie. L'année m'échappe, 2009-2008, je crois. Pardon? Je pense que c'est 2006. 2006. Le plan est sorti en 2006. Exactement. Et le Canada et le Québec avaient mis en place donc une politique de plan d'urgence en cas de pandémie liée à une infection respiratoire. Et c'est resté sur une tablette. Ça n'a jamais été intégré dans le ministère de la Santé, en sécurité publique, dans les grandes institutions. Et là, tout d'un coup, la COVID-19 est arrivée, puis on a sorti ça de la poussière en disant hey, on avait des leçons apprises, mais on n'a pas fait d'investissement, on n'a pas fait de prépositionnement de stock, d'achat de masques, bon, etc. Puis on a vu comment ça nous a pris 6 à 12 mois faire ce rattrapage-là. Alors, malheureusement, c'est pas une expérience, je dirais, très probante de notre capacité d'apprendre de l'expérience passée. Et là, je termine là-dessus et peut-être que ça rejoint un peu ce que ma collègue a conclu en disant, est-ce qu'on est prêt pour la prochaine pandémie? Malheureusement, je ne le sais pas parce que je ne sais pas jusqu'à quel point, si malgré tout ce que ça a eu comme conséquences sociales, économiques, psychologiques, institutionnelles et organisationnelles, on a vraiment réussi à absorber ça pour que ça rentre dans notre bureaucratie et puis qu'on puisse être meilleur la prochaine fois. Peut-être qu'a priori, à court terme, oui, mais si à 10 ans avant une prochaine pandémie, est-ce que nous l'aurons oublié? Il faut espérer que non. Merci beaucoup sur ces mots. Écoutez, on a dépassé un peu le temps. Je n'ai pas vraiment fait ma job de gardienne de temps, mais ce fut très intéressant. J'inviterai les étudiants inscrits à nous rejoindre pour la séance de classe avec nos conférenciers dans une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, on va dire. Et merci, M. Audet, merci, Mme Ray. Je suis certaine que j'ai des commentaires sur le site que vous pouvez lire, mais merci beaucoup pour cette présentation. On se retrouve, oui, c'est ça. On se retrouve donc sur le lien que vous avez reçu par courriel dans une quinzaine de minutes. Merci, c'était vraiment super intéressant. Merci à tout le monde pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir participé. Au plaisir. Au plaisir de vous voir à la prochaine conférence. À bientôt. Et on se revoit.